Madame la Présidente, mes chers collègues Stéphane Viry, je vous propose que nous commencions. Nous avons le plaisir d'examiner aujourd'hui le rapport d'information de nos collègues, Madame Véronique Rioton et de Monsieur Stéphane Viry, sur le développement de la pratique sportive des femmes. Vous avez mené, je crois, non moins de 70 auditions, dont les 3 anciennes ministres, Mesdames Marie-Georges Buffet, Najat Vallaud-Belkacem et Roxana Maracineanu, ici même, il y a quelques semaines. Et les 3 ont rappelé le caractère fondamental de la pratique sportive pour la santé, mais aussi pour la promotion de l'égalité des genres. Je me permettrai par ailleurs de saluer vos travaux, qui étaient attendus depuis, je pense, longtemps sur ce sujet. Votre rapport dresse avec objectivité les progrès qui ont été accomplis et le chemin qui reste à parcourir pour que les femmes prennent toute leur place dans le monde du sport. Surtout, il formule des recommandations pratiques susceptibles d'être mises en place rapidement autour des grands axes de travail que sont l'éducation, la visibilité, la gouvernance et le financement. Nous allons donc vous entendre, nous présenter vos conclusions et préconisations à quelques semaines du début par ailleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques, puis nous passerons ensuite à la discussion, chers collègues. Madame la Présidente, puis Monsieur Viry, vous avez maintenant la parole. Monsieur le vice-président, mes chers collègues, alors à un mois des Jeux Olympiques, nous avons l'honneur, mon co-rapporteur Stéphane Viry et moi-même, de vous présenter nos travaux sur les femmes et le sport, et plus précisément le développement de la pratique féminine du sport. Alors pour moi, ce rapport d'information revêt une dimension un peu personnelle. Pour ceux qui le savent, mon enfance a été marquée par le sport, d'abord le patinage artistique, puis du sport tout au long de la vie. Je suis en Haute-Savoie avec des sports de montagne et puis plus récemment avec mes collègues parlementaires. J'ai la joie d'évoluer au sein du 15 parlementaire. Donc voilà, un rapport qui a été où je me suis sentie au cœur en fait de ces travaux. J'ai l'intime conviction que le sport est essentiel tant pour notre santé physique que mentale. Et c'est pourquoi les près de 70 auditions, vous avez raison, que nous avons menées ont eu une résonance toute particulière. Et c'est pour ça que nous avions à cœur de vous présenter des recommandations qui soient extrêmement concrètes, opérationnelles. Nous en avons retenu 48 pour consolider la place des femmes dans le monde sportif sur 5 axes. Le premier, l'éducation, donner le goût du sport dès le plus jeune âge. Inciter également à faire du sport tout au long de la vie, renforcer la visibilité du sport féminin, réformer la gouvernance du monde sportif et enfin repenser le financement du sport féminin. Alors nous sommes partis de 2 constats plutôt intuitifs. Le premier, c'est que les femmes font moins de sport que les hommes. Eh bien c'est le cas, les chiffres le démontrent. Par exemple, seulement 38% des sportifs, des licenciés sportifs sont des femmes. Et puis le sport féminin est moins visible que le sport masculin. Alors pourquoi, à toutes les étapes de la vie et dès le plus jeune âge, les femmes font moins de sport que les hommes? Il y a une multitude de raisons qui sont détaillées dans le rapport et je voudrais m'attarder sur la première d'entre elles, c'est que les femmes font moins de sport que les hommes parce qu'elles sont moins incitées à le faire et ce, dès le plus jeune âge. On évoque souvent les stéréotypes de genre. Alors je me permets de m'arrêter un instant sur les stéréotypes de genre parce qu'on va en parler. Qu'est-ce qu'on entend par stéréotype de genre? Ce sont des idées reçues qui sont fondées sur des normes, des croyances qu'on nous inculque tout petit et puis qu'on reproduit. Alors si une fille, elle doit faire ceci, elle doit s'habiller comme cela. Si on est garçon, on doit faire la façon de telle et telle façon. Comme si les filles étaient plus fragiles, comme si les filles, elles devraient courir moins vite. Enfin, tout un tas de... C'est ça, les stéréotypes. Et puis, ça a des conséquences concrètes. Par exemple, quand on arrive à l'école, les garçons, ils ont tout de suite un survêtement pour déjà faire du sport et les filles, elles arrivent en robe. Alors, ces stéréotypes, ils ne sont pas en dehors de nous, nous les avons intériorisés et nous les reproduisons. Et on les reproduit d'autant plus qu'ils sont beaucoup inconscients. Donc, beaucoup de nos travaux ici à la délégation droits des femmes ramènent sur les questions d'éducation et les questions de stéréotypes de genre. Et la première chose, je crois qu'il faut, une idée à laquelle il faut tordre le cou, ce sont
ces stéréotypes de genre qui sont des méconnaissances inconscientes. Et dès qu'on parle de stéréotypes de genre, comme si les choses étaient extérieures, comme si c'était les autres qui parlaient de stéréotypes de genre, et nous sommes tous concernés et nous continuons de reproduire ces idées reçues. Alors, je suis convaincue que donner le goût du sport aux enfants, en particulier du sport en mixité, c'est vraiment la mère de toutes les batailles pour une bonne santé tout au long de la vie. Et nous en sommes loin. En effet, dès 5 ans, alors que les garçons sont incités à bouger et à s'approprier l'espace, les filles sont encouragées à être sages, à rester dans les coins, et ce, à tel point que lors d'une étude, quand on demande aux enfants de se dessiner, eh bien, les jeunes filles se dessinent dans les toilettes, vraiment dans les coins. Elles ne sont pas incitées à s'approprier ni l'espace, ni leur corps. Les vêtements le montrent, les garçons sont culturellement prêts à faire du sport, les filles non. Et nous avons rencontré une représentante syndicale des professeurs de PS qui nous disait que parfois, à l'école, les filles touchaient pour la première fois un ballon pour elles seules. Voilà, d'où l'importance évidemment de cette éducation. Alors à l'adolescence, les filles, elles sont nombreuses à arrêter le sport. Certaines n'y ont pas pris goût, ou d'autres le font parce qu'il y a des obstacles pratiques, par exemple l'absence de section mixte ou féminine proche de leur domicile. Ensuite, on a l'argument du temps. Entre la vie professionnelle et la vie familiale, les femmes n'ont pas le temps de faire du sport. Il faut dire qu'au moins 54% de femmes estiment qu'elles assurent l'essentiel des tâches domestiques contre 7% des hommes. Ce n'est qu'à l'âge de la retraite qu'on observe que la pratique sportive rattrape celle des hommes. Pour résumer, dans le sport amateur, on a une persistance des inégalités entre les femmes et les hommes qui a un impact, un impact négatif sur le long terme. Dans le sport haut niveau, on a un constat qui est similaire. Le sport féminin, il est moins visible parce qu'il est considéré comme moins rentable que le sport masculin. Peut-être que vous avez lu ces derniers jours deux sujets. L'US Orléans qui abandonne son équipe féminine pour favoriser le développement de l'équipe masculine, pourtant moins bien classée. Je vous cite ce qu'aurait dit le président du club à ses joueuses. « Vous nous coûtez trop cher et vous ne rapportez rien ». Il y a un autre club à Lagore, qui a le jeune club des jeunes filles qui ont été empêchées de disputer leur championnat de France alors qu'elles étaient tenantes du titre en rugby féminin. Et donc c'est l'Éducation nationale qui, d'autorité, a déclaré forfait pour ces jeunes filles au profit de la section masculine. Donc autant de vous dire que les discriminations ont la vie dure sur ces sujets-là. Les sportifs de haut niveau affrontent souvent la précarité financière. Elles sont nombreuses à mener une carrière professionnelle en parallèle du sport pour subvenir à leurs besoins. Et lorsqu'elles décident d'arrêter leur carrière sportive, elles bénéficient rarement de facilités de reconversion professionnelle. Il en va de même concernant l'encadrement technique et le matériel. Les équipes féminines sont moins bien loties que les sections masculines et dans les mêmes temps, les idées reçues, on l'a vu, elles perdurent. On l'a vu en avril avec les tenues qui sont proposées aux athlètes américaines pour les JO. Si vous ne les avez pas vues, en fait, elles sont très, très échancrées et elles ne sont pas adaptées à la compétition. Par ailleurs, je précise que nous n'abordons pas la question des violences sexistes et sexuelles dans le rapport, puisque notre mission était concomitante à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, dont d'ailleurs Stéphane Viry faisait partie, et nous avons préféré nous en remettre à leurs travaux. En somme, que ce soit dans le sport amateur ou dans le sport professionnel, il y a des avancées indéniables que nous évoquons dans le rapport, mais elles restent trop timides. Nous avons donc identifié 4 domaines clés pour changer la donne: l'éducation, la visibilité, la gouvernance et le financement du sport. Concernant l'éducation, elle passe par une meilleure formation des encadrants, que ce soit les instituteurs ou les éducateurs. Ils doivent être davantage sensibilisés, repérer les idées reçues et qu'ils participent à la déconstruction des stéréotypes et à la promotion de l'égalité. Deuxième possibilité, l'aménagement du temps à travers des maquettes pédagogiques qui libèrent davantage de temps pour la pratique sportive. Les infrastructures jouent aussi un rôle. Nous sommes favorables au design actif. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, le principe, c'est d'utiliser le mobilier urbain, les couleurs ou les formes pour inciter à bouger et faire du sport.
Enfin, en dehors du temps scolaire, il faut faciliter la pratique sportive. À l'adolescence, trop de jeunes filles n'ont plus accès au sport par manque d'offres. Dans les zones rurales, par exemple, il n'y a plus de section mixte ou de section féminine. Nous proposons de recenser le maillage territorial des sections mixtes et féminines et sur cette base, les clubs pourraient être incités à maintenir ces sections. Enfin, pour accroître la mixité, qui est un levier essentiel, nous proposons que dans les fédérations qui comptent moins de 10% d'hommes ou moins de 10% de femmes, les enfants puissent être licenciés à prix réduit, par exemple 1 € la première année. Oui. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chère Véronique, cette mission d'information pour établir ce rapport revêt également pour moi une dimension très personnelle, puisque je crois depuis longtemps aux vertus inclusives du sport dans toutes ses dimensions. Et tous nos travaux ont été en filigrane de cette idée que le sport est au service de la société. S'agissant de notre mission, en fait, on a surtout identifié la visibilité du sport féminin comme un levier fondamental, tant dans l'espace public, mais surtout dans les médias. Alors pour ce faire, au terme de notre rapport, nous souhaitons encourager les femmes à faire du sport, tout simplement par plusieurs moyens. Tout d'abord par l'information des femmes sur le bienfait du sport. Ça peut paraître évident, mais ça va mieux en le disant et en le plaidant. Nous pensons qu'il faut faire des campagnes de communication annuelles sur les bienfaits du sport tout au long de la vie. Par exemple, pendant la grossesse, où trop souvent les femmes tendent à arrêter le sport. Mais également, d'autre part, à les encourager à s'approprier l'espace public, souvent pensé pour et monopolisé par les hommes. En audition, plusieurs sportives nous disent devoir parfois se changer dans des placards à balai. Nous proposons donc tout simplement un état des lieux des infrastructures sportives sur tout le territoire afin de bien cibler les besoins. Et à partir de ces données, de cet inventaire, nous plaidons très simplement pour un plan Marshall, des vestiaires et des sanitaires. L'idée est assez simpliste, mais offrir aux femmes des conditions minimum pour qu'elles puissent pratiquer du sport en toute quiétude et en toute sécurité. Nous avons également, au cours de nos 70 auditions, beaucoup entendu parler des rôles modèles lors de nos auditions, je le disais. Il y a un lien clair entre la visibilité du sport féminin et la pratique amateur. Lorsque nos athlètes remportent des médailles au JO, comme ce sera sans aucun cas le doute cet été, elles inspirent les femmes. Nous avons à ce titre rencontré Stéphanie Frappard. Vous la connaissez, première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde de football masculin. Elle nous expliquait, figurez-vous, qu'au début de son parcours, au début de sa carrière, certains joueurs refusaient de lui serrer la main. De par son parcours, elle a ouvert la voie, sans aucun doute, à d'autres femmes pour arbitrer au niveau international. Donc il y a un véritable enjeu autour de la visibilité dans les médias. Entre 2018 et 2021, l'ARCOM, autorité de référence, nous dit que seulement 4,5% du contenu sportif diffusé dans la télévision, 4,5%, était du sport féminin. À l'évidence, il faut faire beaucoup mieux. Les diffuseurs se cachent derrière l'argument de la rentabilité. Nous avons vu au cours de nos travaux que c'est faux. En tout cas, on dément cette idée de rentabilité. En réalité, non seulement le sport féminin est rentable, d'ailleurs la Coupe du Monde en 2019 a engendré une contribution au PIB français de 284 millions d'euros, mais surtout, les téléspectateurs veulent voir du sport féminin. Selon l'ARCOM, 64% des Français regarderaient davantage de sport féminin si l'offre de télévision était plus importante. 2/3 des Français. Et c'est l'ARCOM qui le dit. Nous faisons donc plusieurs propositions, parmi lesquelles des quotas de diffusion pour le sport féminin à des heures de grande audience. Et il nous faut aussi, en parlant de visibilité médiatique, consolider la place des journalistes sportifs dans le sport. Elles sont peu nombreuses, peu valorisées et souvent victimes de sexisme. Nous avons notamment rencontré Laurie Delostal, journaliste au journal L'Équipe. Elle nous expliquait que la haine en ligne est tellement violente contre les journalistes sportives que certaines renoncent à présenter des émissions tout simplement pour se protéger. Et si vous avez vu, mes chers collègues, le documentaire de Marie Portolano sur le sujet, par exemple, beaucoup d'exemples choquants en ressortent. Je pense notamment à cette journaliste qui avait dû s'absenter de son programme quelques jours. Rappelez-vous, ses collègues avaient trouvé judicieux de la remplacer par une plante verte. Nous défendons donc des sessions de formation
sur le sexisme dans les rédactions sportives. Et elles doivent s'accompagner, ces formations, d'une plus grande mixité des rédactions. Surtout, nous demandons à l'ARCOM de sanctionner financièrement les chaînes diffusant des programmes avec des plateaux non mixtes. Pour ce qui est de la gouvernance, nous rejoignons en grande partie les constats faits par le Comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport, coprésidé par Marie-Georges Buffet et Stéphane Diagana, ainsi, Madame la Présidente le disait, que par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale dont j'ai fait partie. Il y a trop, mes chers collègues, et ça a été dit, et nous le redisons aujourd'hui, Véronique et moi, il y a trop de dysfonctionnements dans le monde sportif. Ils viennent souvent, ces dysfonctionnements, d'un entre-soi masculin où les femmes peinent à se trouver une place. Il y a des stratégies manifestes, objectives, organisées, de contournement des exigences légales de parité. C'est pourquoi nous proposons de revoir les règles de gouvernance pour élargir le corps électoral et plafonner le coût des campagnes. Et dans le même temps, pour accroître le vivier des femmes candidates, il faut renforcer l'offre de formation. Des programmes existent, certes, mais ils ne sont pas assez nombreux et leur rythme est peu intensif. Il faut redoubler d'ambition sur ce sujet. Et à travers l'offre de candidature, le vivier des femmes candidates, il y a aussi l'enjeu autour des bénévoles. Comme nous le disions plus tôt, à l'âge adulte, les femmes manquent de temps. En assouplissant les conditions et en rémunérant les bénévoles qui occupent des postes de dirigeants dans les instances sportives locales, nous pourrions probablement attirer des profils plus divers. Cela passe donc par des plans de féminisation. Ils sont obligatoires, et vous le savez, depuis 2019, mais il n'y a pas de réel contrôle sur leur déploiement. Pour y remédier, nous proposons de renforcer le contrôle exercé par les ministères, notamment le ministère des Sports. Des indicateurs objectifs, précis, opposables pourraient être utiles. Nous avons pensé notamment à l'évolution du nombre de licenciés ou encore au nombre de femmes à des postes d'encadrement ou encore à la proportion de sections mixtes et féminines. De manière très volontariste, en tout cas peut-être de manière plus ambitieuse, nous suggérons de mettre en place des quotas pour les postes d'encadrement technique, médical et paramédical. L'objectif serait à terme d'atteindre la parité. Pour y arriver, nous proposons un système de paliers en fonction de la proportion de femmes dans les fédérations. Toutes ces mesures ont un avantage, en tout cas elles répondent à deux objectifs. Tout d'abord, elles permettent d'avoir plus de femmes à des postes de direction et de responsabilité. Et par ailleurs, elles permettent de proposer une reconversion professionnelle aux sportives de haut niveau. Enfin, le dernier levier porte sur le financement. Le sport féminin est un secteur économique porteur. Pour cette année, le chiffre d'affaires au niveau mondial devrait dépasser le milliard d'euros. Certes, c'est une partie infime des 4 600 milliards d'euros que génère le sport au niveau mondial, mais cette part du sport féminin ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, on parle de structurer le sport féminin. C'est l'ambition, par exemple, de la Ligue féminine de football, récemment créée. Nous pensons donc que c'est le bon moment pour mettre le sujet sur la table et pour revoir le financement, en particulier public. En 2021, certains s'en souviennent, j'avais présidé une mission d'information sur la conditionnalité des aides publiques. En reprenant les travaux de l'époque et les conclusions faites, nous demandons à ce qu'avant toute subvention publique, il soit vérifié que l'entité bénéficiaire respecte effectivement les lois en faveur de l'égalité femmes-hommes du monde sportif. C'est une mesure de bon sens. L'argent public ne saurait financer des fédérations ou des clubs qui refusent d'inclure les femmes. Voilà quelques indications, quelques éléments concrets comme le nombre de sections mixtes et féminines ou le respect au poste d'encadrante que nous proposons aiderait sans aucun doute à faire évoluer dans la bonne direction certaines fédérations et certains clubs. Et nous évoquons également, j'en dis juste un mot, l'Agence nationale du sport, l'ANS, dans le cadre de notre rapport. Au cours de nos auditions, il est apparu que l'ANS, structure créée récemment, n'accorde pas une attention suffisante au sport féminin. Par exemple, seulement 13% des 44 000 actions financées par an portent sur le sport féminin. 13% des 44 000 actions financées par an. Là aussi, il est possible de faire mieux et la France doit faire mieux. Nous souhaitons donc très clairement que dans la nouvelle convention d'objectifs de l'ANS, le sport féminin soit davantage mis en avant. Et il faut nécessairement, a posteriori, un contrôle sur les subventions distribuées.
Enfin, dernier mot, dans le prolongement des travaux de nos collègues Céline Calvez et Sandrine Josso sur la budgétisation intégrant l'égalité, nous revenons sur cet outil. Cet outil devrait être mieux connu, notamment grâce à la mission de l'Inspection générale des finances, l'IGF, et du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui achèvent tous deux actuellement ces travaux. Si certaines collectivités ou si certaines entités y ont déjà recours, l'ensemble des entités qui bénéficient de financement public doivent s'en saisir davantage. Alors, au terme de nos travaux et à un mois des premiers JOP paritaires de l'histoire, nos travaux montrent que la parité est encore loin dans le sport. Dans le même temps, nous sommes plus convaincus que jamais que la déconstruction des idées reçues et la promotion d'une culture de l'égalité sont un travail collectif. La recherche de l'égalité doit être poussée plus loin. Il y a une grande mobilisation pour Paris 2024 sur l'héritage des Jeux Olympiques. Et donc, deux des grands axes doivent être de donner envie aux femmes de faire du sport et leur donner une place dans les instances de gouvernance. Alors, les Alpes françaises devraient obtenir l'organisation des JO d'hiver de 2030. Donc, il nous semble que c'est une opportunité de s'appuyer sur la parité que nous avons démontrée pour les JO de Paris 2024. Alors, si nous remportons l'organisation, il faut que la parité chez les athlètes participants et le comité d'organisation des JO d'hiver 2030 soit aussi portée en étendard. Alors, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention et nous sommes à présent maintenant disponibles pour vos questions et poursuivre nos échanges. Merci Madame la Présidente rapporteure. Monsieur le rapporteur, merci pour vos interventions et la qualité de vos travaux. Je note notamment que sur la partie recommandation, vous trouverez, chers collègues, une indication signalant si la recommandation relève d'un travail réglementaire, d'un travail législatif, d'un travail fédéral ou relevant des différents organisations sportives ou, on va dire, territoriales, ce qui est une bonne démarche, je pense. Je vais laisser maintenant la parole à chaque groupe pour 2 minutes, en commençant par le groupe Renaissance et Monsieur Jean Terlier. Merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur les rapporteurs. À mon tour de vous féliciter pour votre rapport, très complet, vous l'avez dit. C'est plus de 70 auditions que vous avez menées, voilà, et évoquer le caractère fondamental du sport pour l'égalité des genres. Ça, vous l'avez dit, Madame la rapporteure. J'ai beaucoup apprécié votre conclusion à un mois des JO d'évoquer que, évidemment, la parité est encore loin dans le sport. Et vous avez dit 2 choses, donner envie aux femmes et donner une place aux femmes. Je crois que cette double exigence, elle est rendue nécessaire et on voit bien que la construction de votre rapport, il est autour de ces axes. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui à tous les stades de la vie d'une femme, d'une jeune fille, d'une petite fille, d'une femme pour donner envie d'avoir à faire du sport, et aussi comment, quand on constate que ce qu'on met en place ne fonctionne pas, eh bien, on contraint, et je pense que vous l'avez évoqué, monsieur le rapporteur, à travers les propositions de quotas sur lesquelles je reviendrai. Vous avez fait dans votre rapport 48 propositions sur 5 axes, vous l'avez évoqué, avec deux constats qui me semblent aussi également très pertinents sur le fait que les femmes font moins de sport que les hommes à tous les stades de leur vie. Vous avez parlé, Madame la rapporteure, de méconnaissance inconsciente et de difficulté à lutter contre les stéréotypes de genre. Je pense que l'essentiel, il est effectivement là. Ça passe par, évidemment, de l'éducation et la prise de conscience de tout cela, de la part de tout un chacun. Donc merci pour tout cela. Et puis enfin, vous avez évoqué, et là aussi également, monsieur le rapporteur, le fait que le sport féminin est moins visible. On a toutes et tous, et moi le premier, à Castres, dans le stade du Castres olympique, pu apprécier un match de foot de l'équipe féminine. Il y a un engouement du public. Oui, le public français, les Français veulent voir plus de sport féminin.
Et je pense que c'est effectivement le bon moment, vous l'avez dit, à travers les recettes et les 4 600 milliards d'euros générés de recettes, qu'on puisse mettre en place des éléments nous permettant, et vous le faites, d'imposer qu'on ait la vue de compétitions sportives. On donnera aussi également envie, j'allais dire, à tout le monde, et ça générera évidemment un bienfait pour le développement du sport des femmes en particulier. Vous avez sur les quatre... Chers collègues, il est temps d'arriver à la conclusion. Il est temps de conclure, pardon, je suis trop bavard. Alors tout simplement pour vous féliciter à nouveau pour votre rapport, les préconisations que vous faites. Et à ce stade, je n'avais pas de questions, mais en tout cas pour vous dire que on sera évidemment très attentif aux recommandations que vous avez faites. Merci. Merci, cher collègue Ternier. Pour le groupe du Rassemblement national, Monsieur Emmanuel Taché de la Pagerie, pour 2 minutes, et on avait débordé à 2 minutes 30, 40. Ce sera la même règle pour tous les groupes. Pour la qualité de ce rapport. Je vais recommencer. Monsieur le vice-président, madame la présidente et rapporteur, monsieur le président, je tiens à vous remercier vivement pour la qualité de ce rapport qui met l'accent sur des sujets qui me semblent cruciaux, notamment à l'aube immédiate des Jeux Olympiques et dans le futur quasi immédiat que vous avez évoqué tout à l'heure, madame la présidente et rapporteure, qui concerne l'accession à la mixité, la parité, les dignités d'accueil pour les jeunes filles notamment. Cependant, je souhaiterais exprimer quelques réserves concernant les accents que vous avez mis sur les quotas et leurs notions qui sont fréquentes dans ce rapport. J'en soutiens notamment une, même si je mets l'accent sur le mot quota, qui est la recommandation numéro 17, qui propose d'instaurer des quotas de diffusion sur le sport féminin à des heures de grande audience sur les chaînes de la TNT, proposant de pérenniser le paiement de compensation au fonds de soutien à la production audiovisuelle. Cette proposition, cette recommandation me semble sensée, et je la soutiens vivement à titre personnel, car effectivement, lorsqu'on propose du sport féminin à la télévision, et quelles que soient les chaînes, le public est au rendez-vous. La recommandation numéro 38 suggère de tendre vers la parité dans l'encadrement technique sportif via un système de quotas. Enfin, il est également question de quotas de candidats dans les formations pour les corps techniques et conditionner des versements de subventions publiques aux fédérations en fonction du respect des quotas sur les postes de direction et d'encadrement technique, médical et paramédical. Je vous interrogerai sur les moyens à propos desquels on peut y parvenir concrètement. Si je comprends l'attention vertueuse qui sous-tend à ces propositions, elle vise à corriger des déséquilibres historiques et à encourager la visibilité et la participation des femmes dans le sport. Cependant, je voudrais soulever une question. Je me demande si l'imposition de quotas est la meilleure façon d'atteindre nos objectifs, même si nous sommes en accord concernant l'accession totale à la parité. Enfin, je terminais mon propos pour vous inviter à voir l'exposition Arles, Les femmes dans l'histoire du sport. Et je vous remercie pour ce rapport qui affirme que le sport n'a aucune assignation de genre et de sexe. Merci. Merci beaucoup. Pour le groupe La France Insoumise, Madame Pascale Martin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le co-rapporteur, dès son introduction, votre rapport souligne l'importance de la pratique sportive en matière de santé. Alors de santé physique bien sûr, mais aussi de santé mentale. Et vous savez combien ce sujet m'est particulièrement... je tiens particulièrement à ce sujet, puisque j'y ai consacré un rapport avec notre collègue Madame Violent. Vous citez cette statistique de l'Organisation mondiale de la santé. Les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20 à 30%, ce qui me paraît évidemment très conséquent et ce qui nécessite des politiques publiques adaptées. Donc, le fait qu'une femme sur 3 contre un homme sur 4 ne pratique pas assez de sport représente une grave perte de chance en matière de santé. Or, il me semble important de rappeler que si les femmes se retrouvent éloignées de la pratique sportive, c'est notamment parce que la charge mentale dans la gestion du foyer continue de reposer sur elles. Elles assument une grande part du travail domestique et parental, voire assument ce travail dans son intégralité quand elles sont seules pour cette charge avec un ou plusieurs enfants.
En effet, faire du sport, on ne l'ignore pas, demande du temps, de l'organisation et dans de nombreux cas, un investissement financier. Et je souligne votre proposition pour avoir des licences à 1 €, ce qui pourrait effectivement lever cet inconvénient. Or, je rappelle que les femmes consacrent en moyenne 1h26 de plus que les hommes au travail domestique et familial chaque jour. Ce temps est gagné pour les hommes qui, de fait, peuvent pratiquer de leur côté peuvent avoir de leur côté une pratique sportive. N'oublions pas que 25% des familles en France sont monoparentales et que 82% de ces familles monoparentales ont une femme à leur tête. La charge financière et mentale qui pèse sur les mères seules est considérable et a un effet direct sur le temps qu'elles peuvent dédier au sport. Il me semble donc que le soutien à la pratique sportive des femmes est indissociable du renforcement des politiques publiques d'égalité, notamment des politiques d'information et de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes de genre relatifs à la répartition des rôles, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, et donc des tâches entre les femmes et les hommes et de soutien aux familles monoparentales à faibles ressources, mais aussi de politiques d'égalité professionnelle. Il s'agit d'enjeux que vous évoquez dans votre rapport. Vous citez même cette statistique très frappante. En 2021, 43% des femmes estimaient que le rythme de vie, notamment familial, les empêchait de pratiquer du sport. Donc un petit peu moins de 50%, c'est assez énorme, une femme sur 2. Une hausse de 5 points par rapport à 2018. Donc en 3 ans, on a perdu, si on peut dire, 5 points. Je termine, Monsieur le Président. Pourtant, aucune recommandation ne s'attaque directement à ces questions. Ne pensez-vous pas qu'il aurait été pertinent d'intégrer ce type de recommandation transversale? Je vous remercie pour le temps supplémentaire accordé. Pour le groupe Les Républicains, Madame Emmanuelle Antoine. Merci, Monsieur le Vice-président. Et les 2 co-rapporteurs pour la qualité de ce rapport, de cette présentation qu'ils nous ont faite. Rapport encore plus important en cette année de Jeux Olympiques. Moi, je voudrais revenir sur la place du sport féminin dans les médias, notamment à la télévision, cette représentation des femmes dans le sport. Et nous avons le sentiment que la pratique sportive des femmes reste encore moindre qu'espéré. Je me réjouis que vous ayez pu indiquer que vous avez constaté des avancées indéniables, même s'il y a encore des progrès à pouvoir faire. En 2022, seuls 16,7% des femmes étaient licenciées, alors que le taux de licence moyen est de 22,6% en France. Donc un chemin important reste à parcourir pour atteindre la parité dans le sport. Et cette proportion pourrait être plus élevée si l'exposition médiatique du sport féminin était plus importante. L'ARCOM l'a observé d'ailleurs depuis plusieurs années. Il a observé cette corrélation entre ces 2 variables, ce que vous avez rappelé, monsieur le co-rapporteur. Or, en 2017, le sport féminin ne représentait qu'entre 14% et 18,5% du volume horaire de diffusion des compétitions sportives à la télévision. Alors, au-delà de la visibilité du sport féminin, il est toujours nécessaire de briser les idées reçues et les obstacles, souvent psychologiques, qui freinent le développement du sport féminin. Aussi, dans la présentation de votre rapport, vous avez cité certaines recommandations, mais est-ce que vous pourriez revenir et nous en dire plus sur les actions qui pourraient être entreprises pour améliorer cette médiatisation et la notoriété du sport féminin, essentielle pour parvenir à la parité dans le sport? Merci, chers collègues. Et pour le groupe Les Écologistes, Madame Marie-Charlotte Garin. Merci, Monsieur le Vice-président, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour le travail qui a été fourni sur cette mission d'information sur le développement de la pratique féminine dans le sport, parce qu'on voit à quel point on touche à tous les pans de la société quand on touche au sport, et on touche à toute la vie finalement des femmes et des êtres humains de manière générale. J'aimerais débuter avec l'histoire d'un parcours qui est celui de Nadia Nadim, qui est championne de l'UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes en 2019. Son histoire, elle débute en Afghanistan, son pays natal, qu'elle a été contrainte de fuir. Elle arrive au Danemark, petite fille dans un camp de réfugiés où elle va découvrir et jouer pour la première fois au foot. Après que sa demande d'asile ait été acceptée, elle commence alors à jouer pour des équipes locales et elle fait ses débuts avec l'équipe nationale en 2009 avant de jouer avec des équipes de haut niveau telles que Manchester City ou, chez nous, le Paris Saint-Germain.
Si je me permets de raconter son histoire ici, c'est que Nadia Nadim est aujourd'hui un modèle pour les jeunes filles, des modèles qu'on ne voit pas assez, on l'a dit, et qui pourtant nous montrent tout ce que le sport peut apporter, et qui fait écho à de nombreux points que vous soulevez dans votre rapport. D'abord l'émancipation, quand le sport nous permet de se sentir forte, de briser l'idée que l'on serait moins capable que les hommes, que l'on doive prouver à soi-même et aux autres que l'on est aussi forte, au moins, que nos camarades masculins. Ensuite, la portée éducative. Alors Sophie, ça n'a pas recommencé. C'est pas possible. Ça n'avait pas redémarré. C'est pas possible. Ça n'avait pas redémarré. Ça avait l'air si long, Ce qui monsieur fait le que vice-président. j'étais surpris. C'était passionnant. Continuez. Je disais donc le deuxième point dont on peut s'inspirer avec le portrait de Nadia Nadim, c'est la portée éducative qui permet aux femmes de développer des compétences, notamment celle du leadership, ou encore les bénéfices sur la santé quand l'activité physique contribue à la prévention des maladies cardiovasculaires, des cancers et du diabète. Alors vous le dites, il y a des avancées qui ont été faites en matière de féminisation du sport. Par exemple, les Jeux Olympiques de Paris 2024 devraient pour la première fois dans l'histoire olympique parvenir à un équilibre entre les sexes en ce qui concerne le nombre d'athlètes. Mais il y a des choses qui ne changent pas, on l'a dit. C'est par exemple l'intérêt des médias dans le sport féminin, puisque le sport féminin ne bénéficie que de 4% de la couverture médiatique du sport. Et on est bien placé pour le savoir à Lyon avec l'Olympique lyonnais féminin, puisqu'on se bat pour avoir aussi bien en termes d'audience accès au match le plus facilement possible, mais aussi pour ramener du monde dans les salles. Et j'aimerais quand même souligner qu'en avril, on a battu le record de spectateurs qui a été atteint, avec plus de 38 000 spectateurs pour le match OL-PSG féminin. Et c'était une grande fierté, mais ça a aussi été possible grâce à beaucoup de communication pour y arriver. Une chose qui n'a pas changé, on l'a dit, c'est les violences. La commission d'enquête fait ce travail aussi. Et aussi la question du sport amateur, bien entendu. Et donc moi, j'aurais 3 questions peut-être pour vous, en lien direct avec le rapport. Monsieur le rapporteur, vous évoquiez le plan Marshall pour les vestiaires et les équipements, mais la question, vu la tendance budgétaire actuelle, c'est avec quels moyens est-ce qu'on réalise ce plan Marshall? Ensuite, sur la question de la visibilité des sportifs dans les médias, comment est-ce qu'on fait pour avancer de ce côté-là? Et enfin, sur la pratique amateur des jeunes filles, où on a toujours un gros décrochage, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos préconisations issues de vos travaux, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup, Madame Garin. Et je vous propose de prendre, j'ai une question de notre collègue Sophie Panonac pour 1 minute. Et comme ça, on laissera ensuite nos rapporteurs répondre. Merci, Monsieur le Vice-président. Ce ne sont pas tellement des questions, mais plus des remarques. Vous parlez, Madame la Présidente, du sport santé et notamment du Dragon Boat. Nous avons le même sur le bassin d'Arcachon, les Dragon Ladies, que je salue et que je soutiens. Effectivement, c'est important. Mais l'activité physique est bonne pour les femmes et les hommes. C'est aussi un levier d'intégration sociale, un levier d'intégration professionnelle et important pour le développement personnel des femmes. Un moyen simplement de combattre les inégalités. Donc, je vous rejoins sur ça. Un sujet que vous n'avez pas abordé. Vous dites que les femmes font moins de sport que les hommes. Eh bien, sachez que pour travailler avec des associations sur le handicap, les femmes handicapées en font encore moins. Et les inégalités sont encore plus fortes pour les femmes handicapées. Au niveau des JO de Paris, nous sommes à 40% de femmes handicapées investis dans les JO, donc là nous ne sommes pas encore à l'égalité et pourtant nous n'en parlons pas beaucoup. Un problème par rapport à la représentation du corps, c'est un frein supplémentaire et vous parliez de l'accès aux vestiaires, c'est également extrêmement compliqué. Et juste un petit point, Monsieur le Président, si vous l'acceptez, il existe quand même aujourd'hui la journée internationale du sport féminin qui a lieu le 24 janvier, on en parle beaucoup moins que la journée du 8 mars. Elle avait été créée suite à une alerte du CSA sur justement la faible médiatisation du sport féminin, donc peut-être pourrions-nous lui donner davantage de visibilité. Et dernier point, j'aimerais vraiment qu'un jour, puisque c'est d'actualité, la finale de Roland-Garros féminine ne soit pas le samedi, mais le dimanche. 1 année sur 2, si on pouvait changer, ce serait formidable. Merci. Merci, cher collègue Panonac. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, oui. Sur l'ensemble de ces questions, et merci, chers collègues, pour votre présence et l'ensemble de ces remarques et questionnements. Merci infiniment. Alors, on se répartit un petit peu les réponses. Merci, chers collègues, pour vos remerciements. En tout cas, on a vraiment eu le souci de faire un travail qui soit très opérationnel et d'avoir évidemment des recommandations qui soient un peu orientées solutions, donc en essayant d'objectiver les choses. Madame Martin, vous l'avez dit, concernant les difficultés, les leviers, finalement, on a les deux, liés à la différenciation de la pratique du sport. Donc, vous avez noté la dimension monoparentale et finalement les difficultés
pendant la vie professionnelle. Donc, on n'a effectivement pas mis une recommandation en tant que telle, peut-être dans le milieu professionnel, mais il nous paraît évident que on demande en fait au milieu professionnel d'être assez congruent, c'est-à-dire que il y a de l'investissement dans le mécénat sport féminin, eh bien, on a évidemment le souhait que ces mêmes entreprises non seulement mettent de l'argent à disposition des clubs sportifs, et c'est tant mieux, mais en même temps qu'ils puissent développer une offre à l'intérieur de leurs propres organisations professionnelles permettant aux femmes, y compris pendant le temps de travail, d'avoir une offre sur place. Et peut-être dans les recommandations qu'on a indiquées, c'est auprès des clubs sportifs de pouvoir intégrer une offre pas de formation, mais une offre de clubs sportifs qui allie des horaires en même temps chez les enfants et chez les adultes, permettant la pratique du sport pour famille, en tout cas des choses assez opérationnelles comme ça. Voilà ce qu'on a préconisé dans ce temps-là. Peut-être aussi avoir une réponse globale sur la question de la visibilité. Stéphane répondra plus particulièrement à votre demande, Monsieur de la Pacherie. Moi, je voudrais indiquer que durant les auditions et sur la question du manque de visibilité, il y a un cercle évidemment vertueux à produire des événements qui soient attractifs et que ces événements, du coup, donnent de la capacité à être visibles, que cette visibilité donne des rôles modèles, de l'attractivité et qui engendre de la pratique féminine. Donc, l'ensemble, finalement, de nos recommandations sont un peu elles sont interdépendantes et d'emmener vers un cercle vertueux. Et notamment sur la question du sponsoring et du mécénat, il y a une volonté des entreprises et des annonceurs de mettre de l'investissement dans le sport particulièrement féminin pour engendrer ce cercle vertueux. Pour le plan Marshall, je te laisserai répondre, Stéphane. Un clin d'œil aux Dragon Ladies, Mme Panonacle. Eh bien, vos Dragon Ladies de Arcachon pourront être les bienvenus, puisqu'il y aura leurs Jeux Olympiques à elles, qui aura lieu donc, au mois d'août 2026 sur le lac du Bourget à Aix-les-Bains. Donc voilà, c'est en tout cas une pratique qui permet de faire de la reconstruction après la maladie, donc des éléments qui sont importants. Voilà peut-être des premières réponses. Stéphane, je te laisse compléter et puis revenir. Oui, merci Véronique. Alors à titre complémentaire, peut-être un mot quand même, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Moi, ce que j'ai ressenti dans toutes nos auditions, qui aboutissent à 48 recommandations, c'est qu'on n'est pas les seuls ici, dans notre délégation, à traiter le sujet. La société civile reste excessivement mobilisée sur la question et continue à produire des idées et continue à faire une forme de militantisme sur la place des femmes dans le sport. Du militantisme, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de conviction, et le mot a été plusieurs fois utilisé, c'est un combat. Et notre rapport n'a pas pour objet de clore le chapitre en considérant que tout est dit, tout est fait. Il apporte une pierre à l'édifice, à ce combat, et il préconise effectivement un certain nombre de recommandations dont l'esprit et le sens vous ont été rappelés par Madame la Présidente. Après, on souhaitait effectivement dans nos recommandations, sur un tel sujet, puisqu'il s'agit de casser les lignes, de casser un certain nombre de pratiques, on souhaitait effectivement d'être un peu puissant. Je reviens par exemple à cette idée de plan Marshall sur lequel je vais revenir. Mais c'est véritablement le sens de nos recommandations. Si c'était effectivement émettre des ajustements à la marge ou à la ligne de ce qui se passe actuellement, peut-être que nous aurions été utiles, mais en fait, ce n'était pas l'esprit du nôtre. C'était véritablement de poser concrètement quelque chose qui fasse débat et qui fasse avancer la cause. Alors, par rapport à la question de la visibilité, plus généralement par rapport à la question des quotas que vous avez évoqués, les quotas, effectivement, ça a pour objet de faire ce qu'on appelle la discrimination positive. L'objectif, c'est de faire différemment de façon un peu contrainte. On s'est inspiré de beaucoup d'auditions qui avaient porté à notre connaissance un concept qui s'appelle l'égale conditionnalité, qui consiste effectivement
à aller chercher l'égalité avec des conditions qui posent effectivement la nécessité de borner les choses. Notamment, je me souviens de Madame Brigitte Dédier, très engagée sur le sujet. Je me souviens de sociologues. Je me souviens d'auditions d'associations. Je me souviens d'auditions des ministres des Sports qui ont été en fonction, qui véritablement nous incitaient à aller dans cette voie. C'est la raison pour laquelle nous l'avons reprise dans notre rapport. Nous avons également reçu, un peu c'est dans la même veine, l'idée d'aller vers un système de mécanisme avec des contreparties, ou alors un système de bonus-malus. Dans le financement public, savoir majorer des entités qui auraient des pratiques vertueuses ou qui seraient proactives sur le sujet de la mixité ou de la parité dans le sport, ou au contraire, avoir des malus pour des entités qui seraient peu mobilisées. Voilà la raison pour laquelle on a utilisé dans nos recommandations cet outil, ce levier du quota. S'agissant de la place du sport féminin à la télévision, effectivement, le constat est partagé par tous d'une diffusion restreinte par rapport au sport féminin. Dans le cadre des recommandations, je voudrais peut-être en citer deux pour être un peu plus concret. Vous savez qu'il existe un décret portant sur les événements sportifs d'importance majeure, qu'on appelle les EMI, qui consiste à instaurer par décret des quotas, là aussi, de diffusion du sport féminin à des heures de grande audience. Donc ça, c'est par la voie réglementaire. C'est au gouvernement de décider, dans le cadre des discussions qu'il peut avoir avec les chaînes publiques, et d'imposer, peut-être de mettre Roland Garros, effectivement, si l'organisateur accepte de faire la finale le dimanche, de faire en sorte que la diffusion se fasse à des heures de grande écoute. Il y a également le moyen du fonds de soutien à la production audiovisuelle qui pourrait être mobilisé pour flécher davantage de la production audiovisuelle consacrée au sport féminin jusqu'à atteindre éventuellement un certain seuil. Donc nous avons listé dans notre rapport un certain nombre de recommandations pour accroître la notoriété du sport féminin. S'agissant des différentes questions qui ont été posées, je reviens sur cette formule du plan Marshall. Alors, je sais que cette formule, elle est désormais un peu vulgarisée lorsqu'on essaye d'avoir une phrase un peu choc sur différents sujets qui concernent la politique publique au sens littéral. Il y a une telle situation de carence dans les équipements sportifs, notamment publics, je l'ai dit, qui implique que les femmes se changent dans les sanitaires ou alors se planquent dans des placards qu'on considère effectivement qu'il faut casser les codes. Ce qu'on préconise avant tout, c'est de faire un inventaire, qu'on sache concrètement où et quel équipement, notamment public. Et à partir de cet inventaire, à partir de recenser les besoins, voir à qui appartiennent les équipements. S'ils appartiennent à des collectivités territoriales, c'est aussi aux collectivités de savoir investir, renouveler ou moderniser leur offre de services dans cette perspective de pratiques mixtes et de parité. Après, on ne l'a pas forcément dit dans nos recommandations, mais on y a réfléchi parce que ça nous a été indiqué. Il y a un mécanisme qui désormais fait autorité et qui fait consensus, alors qu'à l'époque, ça n'allait pas de soi. C'est la taxe Buffet. Vous savez qu'il a été instauré jadis une taxe dédiée véritablement à une certaine féminisation du sport, prélève une taxe sur un certain nombre de mouvements sportifs. Ne faudrait-il pas, sans vouloir rajouter de l'impôt à l'impôt et rajouter de la taxe, mais pour peut-être financer un plan Marshall, savoir identifier à partir d'une valeur ajoutée d'argent quelque chose qui pourrait constituer un fonds permettant cet investissement public par rapport aux équipements sportifs. Vous avez évoqué aussi, me semble-t-il, la visibilité dans les médias. J'y ai répondu il y a un instant. Et sur la pratique des jeunes filles dans le sport, on considère que le temps scolaire, mais également le sport dans le temps scolaire, notamment à l'UNSS, est à parfaire. C'est les recommandations, je crois, 5, 6, 7 de notre rapport. Voilà les quelques observations en réponse que je pouvais faire à l'appui des votes, Madame la Présidente. Oui, je voulais donner peut-être quelques indications également à notre collègue Marie-Charlotte Garin concernant le plan Marshall. Dans notre intention, en fait, on peut s'appuyer sur le même plan qu'il y a eu sur 5000 équipements génération 2024, qui a été un vrai succès sur ce qu'on appelle déjà le design actif. En fait, en termes de bilan, il y a déjà eu en 2023 des cours d'école, c'est 170 cours d'école, c'est un plan qui visait 1 million d'équipements. Et sur les 1 million, il y a
un peu plus de 365 000 € qui a été déployé pour ces éléments-là. Et en 2024, il y a un objectif de 500 cours d'école, et ça jusqu'en 2026. Donc, en gros, on aura 1500 cours d'école qui sera déjà fait. Ça, c'est déjà prévu dans le plan Génération 2024. Et en fait, quand on parle du plan Marshall, c'est utiliser ce plan-là, puisque c'est possible, également pour les collectivités et les vestiaires des gymnases, et donc d'avoir une cartographie qui soit efficace du point de vue des collectivités. Puis comme on va bientôt peut-être s'arrêter, j'ai une invitation à faire, vous savez que je suis députée de Haute-Savoie, j'ai une invitation à faire à Annecy, et donc qui est le 27 juin, on fait la présentation de ce rapport, et nous aurons une présentation notamment réalisée par les Colosses au pied d'argile pour déconstruire les stéréotypes de genre et puis les témoignages sur tout ce qu'on a dit sur l'éducation, notamment à destination de nos clubs sportifs et de nos éducateurs. Donc à tous mes clubs au Savoyard, et vous êtes tous bienvenus. Rendez-vous le 27 juin à Annecy à 18h30. Merci Madame la Présidente. Si on peut garder encore votre écoute aux uns et aux autres quelques instants. J'ai encore 2 demandes d'intervention. Madame Virginie Duby-Muller, Madame Émilie Chandler pour 1 minute. Oui, merci. Excusez-nous du retard, mais il y avait une réunion de la commission spéciale sur le financement de l'audiovisuel public qui a été un peu plus longue que prévu, et je tenais néanmoins à saluer évidemment le travail que vous avez mené ces derniers mois sur ce sujet important de la place des femmes dans le sport. Le sport est une composante essentielle de la société. Il permet à la fois l'épanouissement physique et intellectuel, l'apprentissage de la vie en société par l'acceptation des règles et le respect des autres et de soi-même. Ma première question portait sur la médiatisation du sport pour développer la pratique sportive féminine, mais vous venez d'y répondre. Et j'avais également une autre question concernant la féminisation des instances dirigeantes sportives, puisque la loi du 4 août 2014 a prévu et devait permettre de faire progresser la féminisation de ces instances dirigeantes sportives agréées, en introduisant donc une évolution vers des règles de parité dans les modalités de désignation des représentants. Or, on constate que les choses finalement avancent assez lentement. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur vos recommandations sur ce sujet ? Merci. Merci, chers collègues. Et dernière question, Madame Émilie Chandler, pour 1 minute également. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Une question sur l'accessibilité du sport amateur pour les femmes. Dans votre rapport, vous avez dressé un constat assez alarmant, avec seulement 15,7% des filles âgées de 15 à 17 ans qui atteignent les 60 minutes d'activité physique par jour, et cela s'accentue avec l'âge où vous mettez en avant la difficulté pour les femmes de concilier vie privée et vie professionnelle. En effet, comme ces dernières assurent encore l'essentiel des responsabilités, tâches ménagères et s'occuper des enfants, on comprend qu'il est difficile pour elles d'avoir du temps libre et de se consacrer à une activité sportive régulière. Pourtant, votre rapport fait bien ressortir l'importance d'une pratique sportive régulière nécessaire pour diminuer les risques cardiovasculaires liés à la santé des femmes, dont le cancer du sein. Quelles sont les pistes de travail que vous avez pu identifier, que vous pouvez partager avec nous, et pensez-vous que les entreprises peuvent aussi adapter leur offre pour permettre aux femmes de pratiquer du sport plus régulièrement ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Présidente, puis oui, Monsieur le rapporteur. Je veux bien répondre. En partie, peut-être sur la question des instances dirigeantes. Il y a eu 2014, mais Ensuite, on a eu 2022, surtout sur la parité sur les instances dirigeantes. Donc, on rappelle que l'objectif, c'est parité au niveau national en 2024, puis au niveau plus local, régional, 2028. Et que, en fait, avec quelques stratégies quand même de contournement qu'on a pu observer, une de nos recommandations qui sera d'ailleurs d'ordre législatif, c'est de définir le terme d'instance dirigeante, justement pour éviter les stratégies de contournement, parce qu'il y en a qui construisent des comités théodules dans lesquels les décisions se prennent, qui là ne sont pas du tout paritaires, pour contourner cette obligation. Donc ça, on l'a déjà repéré et fait ces préconisations-là. Et puis,
saluer évidemment, parce que ça c'est le côté verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein, je pense qu'à travers notre rapport, on peut saluer des expérimentations comme le CNOSF fait à travers le format des 300, c'est qui est une formation identifiée pour permettre aux femmes dirigeantes d'être un vivier. Je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à arriver à la parité réelle. Et puis, Madame Chandler, vous indiquez plusieurs choses. Moi, je pense que l'élément dont on a parlé au début, c'est de dire qu'il faut agir dès le plus jeune âge, au moment où les femmes, finalement, peuvent être... leur donner le goût, en fait, du sport. Donc, c'est ça la principale activité. Donc, du coup, de redonner le goût du sport à l'école, de sensibiliser les jeunes, de former les encadrants. Enfin, c'est toutes ces notions-là. Et puis, on a indiqué, évidemment, qu'au niveau du sport en milieu professionnel, les organisations professionnelles pourraient faire des offres plus étoffées, en fait, dans leur milieu professionnel. Tout a été dit, bien dit par la présidente. Ce qu'on s'aperçoit, s'agissant de la question posée par Virginie Duby-Muller, c'est que sur l'application de ces deux lois de 2014 et 2022, il y a des disparités territoriales et fédérales. Dans certaines régions, je pense notamment à la région Grand Est, il y a une volonté du Conseil régional vraiment de le pousser, et globalement, les résultats sont à la hauteur. Dans d'autres territoires, quand il n'y a pas cette volonté politique de s'assurer, ça patine, il y a des phénomènes d'évitement, il y a des blocages. Dans certaines fédérations, c'est exemplaire, dans d'autres, effectivement, c'est mis au second plan. Nous, ce qu'on préconise, d'une part, c'est, je crois que la recommandation 26, c'est que le CNOSF, qui est quand même l'instance de référence au niveau du sport français, veille au respect de la parité. On considère que c'est à lui d'être un peu l'ombre tutélaire de l'application de la loi votée par le Parlement. Et on considère également que le Parlement doit faire son travail. La loi a été votée en 2022, qu'en 2025, il y ait ce rapport d'application de la loi, comme usuellement, mais qu'on se serve de ce rapport d'évaluation, d'application, véritablement comme un moyen d'investigation et pas simplement un acte formel. S'agissant de ce que vous avez dit, chers collègues, ça a été dit au début de notre propos introductif, ça sous-tend l'ensemble de nos travaux et de notre recommandation. Et ça démarre, Véronique l'a dit, dès le plus jeune âge, en faisant en sorte que les femmes se considèrent que le sport est aussi pour eux. Sport bien-être, sport santé, sport épanouissement, y compris dans des moments de leur féminité. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans un parcours de pratique du sport, fut-elle amateur, cette pratique, fut-elle de loisir, faire en sorte qu'il y ait un écosystème, qu'il y ait les infrastructures, qu'il y ait les mentalités permettant de le faire. Donc, c'est un peu, je crois, en tout cas j'espère, que ça, à la lecture de notre rapport, qu'on le définit, en tout cas on le promeut de façon assez active. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, vous vouliez rajouter quelques mots? On ne saurait terminer un rapport sans remercier infiniment nos administratrices à nos côtés qui ont cheminé dans nos auditions et qui nous ont aidés à cette analyse et à ces propositions qu'on veut orienter solutions comme on vous l'a indiqué. Donc un grand merci pour la qualité de votre travail, de votre écoute et tout le plaisir d'avoir fait également ce rapport avec toi, cher Stéphane. Alors, ce n'est pas une simple réciprocité, chère Monsieur Véronique, le rapporteur. Mais vraiment, déjà, le sujet était captivant, et on en sort après 6 mois d'immersion hebdomadaire pour préparer ce rapport avec un état d'esprit encore plus vif, un combat encore plus actif à mener sur cette question de la place des femmes dans le sport et globalement trouver des leviers pour inciter à la pratique féminine dans le sport tout au long de la vie. Donc un plaisir véritablement de travailler ce sujet. Merci à mon tour à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés, aux administratrices qui ont été effectivement très diligentes, très réactives. Et puis à la présidente qui a vraiment, on voit que c'est elle, on voit que c'est dans son ADN, on voit qu'elle l'a pratiqué, on voit qu'elle y tient. Ce fut également un plaisir et un honneur, chère Véronique, de t'accompagner dans le cadre de ces travaux. Merci à tous les deux et merci d'avoir effectivement posé et poussé ce sujet depuis longtemps. Un sujet, je le disais au début, qui était attendu. Et donc un rapport qui, j'en suis certain, sera suivi des faits. Il nous reste quand même un moment fatidique et une question à vous poser. 16h30 pour une audition commune avec la commission de la défense du ministre des Armées, M. Lecornu, sur les violences sexuelles et sexistes dans les armées.
audition qui aura lieu, j'imagine, en commission de la Défense. En salle de la commission de la Défense, donc rue Saint-Dominique. Je vous remercie. Rue de Bourgogne.